la dimension du capital humain, la formation, l'investissement. Aujourd'hui, effectivement, souvent les écoles de commerce, il y a 10 ans, il fallait mettre du management et du business partout dans les appellations. Et maintenant, on voit arriver le digital school, digital programme, digital society et compagnie. Donc, est-ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, que le numérique vient modifier profondément les références habituelles de l'entreprise actuellement ? Ça ne vient pas modifier profondément, c'est une rupture. Vous savez, dans cette nouvelle économie que je décrivais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est les disruptions. Uber, c'est une disruption. Et aujourd'hui, l'économie va être balayée par ces disruptions. Le numérique dans la formation, c'est une disruption. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça change tous vos fondamentaux. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des études sur l'efficacité pédagogique, en l'occurrence des élèves, dans l'éducation nationale, sur l'apprentissage. On s'aperçoit que le numérique permet d'obtenir de meilleurs résultats. C'est-à-dire que un groupe d'élèves qui bénéficie d'un enseignement pédagogique en mathématiques, cours magistral numérique, celui qui bénéficie du cours numérique obtient de meilleurs résultats. Attention meilleure, interactivité, aspect ludique, il faut le dire aussi, individualisation, tout ça fait qu'à la fin, la pédagogie permet d'être plus performant. En cela, c'est plus qu'une évolution majeure. Deuxième élément, cette espèce de rupture entre le formateur et le salarié, j'allais dire le maître et l'élève, c'est fini. Moi, ça m'a toujours frappé. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai dit un jour à mon directeur de l'enseignement scolaire, je lui ai dit, écoute, il va falloir arrêter parce qu'on construit des lycées comme au temps de Jules Ferry. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai été vice-président de région, qui a en charge les lycées, j'ai été maire, donc qui construit les écoles. Si demain, vous voulez construire une école dans une mairie, une école, c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans. Une école, ça dure 100 ans parfois. Donc, il vaut mieux anticiper un peu les tendances en matière d'éducation. Eh bien, vous apercevrez que les architectes, parce qu'ils travaillent avec les services d'éducation nationale d'aujourd'hui, vont vous construire des écoles avec des salles de classe de 30 élèves, avec une salle informatique, avec un grand préau pour faire des activités sportives. Bref, ils vont vous construire l'école de Jules Ferry. Moi, je suis allé visiter au Danemark le lycée du XXIe siècle. C'est-à-dire le lycée où tout est basé sur l'individualisation, le numérique de manière transversale, où vous avez des salles de cours à 70 ou 80, parce qu'il y a des disciplines où on peut être 70 ou 80, puis inversement, vous avez des salles de 3 ou 4, parce qu'il faut faire de l'individualisation et du soutien scolaire, où vous avez des bureaux pour les profs, de manière à ce qu'ils vivent dans l'établissement, et où, encore une fois, le numérique est transversal. À Singapour, vous avez un service entier qui travaille sur l'école de demain, qui réfléchit à ce que c'est que l'enseignement du futur. Donc j'ai visité une salle de classe où vous avez des écrans tout autour, vous avez l'enseignant avec sa tablette qui corrige les exercices des élèves, tout est interactif, tout est numérique, c'est une rupture considérable par rapport à ce qu'on a vécu. Ça revient à dire que l'enseignant n'enseigne plus ? Si, l'enseignant enseigne, la grosse différence c'est qu'il est mis en concurrence. C'est-à-dire que l'école n'est plus l'unique accès au savoir. Et que dans certains domaines, il peut arriver que les élèves en savent plus que le professeur en démarrant le cours. En tout cas, c'est théoriquement possible. Donc vous avez quelque part cette ouverture sur la connaissance qui fait que vous ne pouvez plus avoir une relation verticale de maître à élève. Mais c'est très important pour les formateurs, pour les enseignants à l'éducation nationale, pour les formateurs dans les entreprises. Parce que cette interactivité, ce collaboratif va nourrir le système. Et que l'enseignant, il a besoin de partager sa pédagogie avec un certain nombre de ses collègues. Les formateurs, ils ont besoin d'échanger des best practices. Donc, cette évolution collaborative et numérique,
elle bouleverse complètement la donne, mais à la fin, elle permettra au système d'être plus performant, plus efficace. Donc, alors, est-ce que ça revient aussi à dire qu'un jeune peut apprendre, puisqu'on va parler maintenant de la jeunesse, puisque c'est quand même l'avenir de nos entreprises et du pays, est-ce que, au bout du compte, il y a un système qui existe en France, qui existe aussi ailleurs, en Allemagne notamment, et qui marche peut-être un petit peu mieux qu'en France, c'est la question de l'alternance, de l'apprentissage. Et est-ce qu'au bout du compte, ce système d'apprentissage qui se nourrit à la fois du monde de l'entreprise et du monde de l'éducation serait pas un peu la voie d'avenir pour former les compétences de demain et d'aujourd'hui déjà? Je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'en France, pour des tas de raisons historiques, que je peux évoquer brièvement, nous avons tourné le dos à l'apprentissage. C'est intéressant de regarder les chiffres. Je vous disais tout à l'heure, 25% taux de chômage des jeunes. En Allemagne, 8%. En Grèce, 59%. Donc, 25%, c'est à peu près la moyenne européenne. La France est un tout petit peu au-dessus. Mais l'Allemagne, 8%. Il y a 1 400 000 apprentis en Allemagne, il y en a 400 000 en France. Alors, je ne dis pas que j'ai tout résumé par ça, mais si vous voulez, historiquement, le système éducatif a tourné le dos à l'apprentissage parce qu'il a, excusez-moi, tourné le dos aux entreprises. Moi, j'aimerais vous raconter, je peux vous raconter une anecdote. En 1998, j'ai été élu vice-président de la région Champagne-Ardenne. Je m'occupais du développement économique. Et mon président me charge d'organiser un forum. Vous savez que les régions gèrent les centres d'apprentis. Donc un forum des métiers. Donc tout naturellement, je me retourne vers les CFA, qui évidemment acceptent tout de suite d'organiser ce forum. Et puis je vais voir le recteur en lui disant, monsieur le recteur, les CFA c'est bien, mais on aimerait bien que les lycées professionnels soient là. On aimerait bien que les lycées soient là. On aimerait bien que toute la communauté éducative soit présente au même endroit. Le recteur m'a regardé et m'a dit, écoutez, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. 1999. Alors depuis, il y a eu des progrès, insuffisants. Il y a eu quelques progrès. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin. À mon sens, d'abord, on a un problème avec le collège unique, en ce sens que je ne suis pas pour, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire je ne peux pas pour supprimer le collège unique. Je pense que c'était un progrès que toute une génération de jeunes arrivent au même niveau de qualification à 14 ans. Par contre, c'est une erreur qu'ils aient tous le même programme. C'est absurde. Chaque enfant est différent et je pense que la solution, c'est à partir de, je dirais, la 4e, proposer ce qu'on appelle la pré-professionnalisation, c'est-à-dire un enfant qui décroche en classe, qui a des difficultés en maths, qui a des difficultés en français, eh bien commencer à lui proposer autre chose, c'est-à-dire l'ouvrir sur ce que pourrait être le monde de l'entreprise. À une condition, c'est que ce ne soit pas définitif, ce ne soit pas irréversible. Le principe de l'apprentissage en Allemagne, c'est qu'à tout moment, c'est réversible. Donc, pré-professionnalisation, je pense que c'est un moyen d'engager. Ensuite, il faudrait que, à mon sens, il faut supprimer, fusionner les lycées professionnels avec les CFA. Je pense que c'est trop compliqué d'avoir. D'ailleurs, j'ai été très heureux que l'Institut Montaigne recommande dans un rapport récent cette mesure. Je pense qu'il faut simplifier, il faut mettre sous un même commandement, si je puis dire, lycées professionnels et CFA, qui se font une concurrence absurde. Et les lycées professionnels n'ont pas encore suffisamment de contact avec le monde de l'entreprise, et les CFA sont gérés par les fédérations professionnelles, mais toutes les entreprises ne sont pas suffisamment impliquées dans les CFA. Merci. Donc j'ai retenu, les serviettes, ce sont les apprentis. Voilà. Dans ce que vous avez dit, c'est bien ça. Alors pour arriver sur notre thème un peu central et puis recentrer autour des deux communautés qui partagent cette assistance, est-ce que vous pensez que les directeurs des achats et puis les managers, au travers de tout ce que vous avez dit, on a vraiment pris conscience des enjeux qui nous attendent et qui sont les nôtres déjà aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? J'ai le droit d'être un peu iconoclaste. Je ne suis pas certain. Voilà. J'aimerais, vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. En clair, avant, le monde d'avant,
en quoi consistait la formation. J'amène un collaborateur d'un point A à un point B. Voilà. Aujourd'hui, on va changer 15 fois de métier dans notre vie. Est-ce que vous savez que 60% des lycéens qui sont aujourd'hui, qui passent le bac aujourd'hui, là, en ce moment, 60% des lycéens vont exercer un métier qui n'existe pas encore. C'est un peu compliqué à les former, à préparer ça. Donc nous sommes dans un monde qui est à la fois toujours plus exigeant, qui nécessite une expertise toujours de plus haut niveau, et en même temps, la première des priorités sera la polyvalence. Donc il faut à la fois des Formule 1 et des tout-terrain. Compliqué à former. Et avec ce qu'on décrivait tout à l'heure, cette société de la connaissance et l'importance du numérique dans la formation, la question devient moins aujourd'hui le savoir lui-même que la façon dont on va utiliser ce savoir. La façon dont on va être capable, tout au long de la vie, d'opérer des mutations, mais de s'adapter, d'être plus agile, d'être plus vif, d'être plus mobile que le voisin. Donc, il y a une transformation majeure de votre métier, le métier que j'ai connu il y a 15 ans. Transformation majeure. Donc je pense que beaucoup de DRH et autres sont conscients de cela, mais je pense qu'en permanence, il faut qu'on se fixe l'objectif final. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos salariés? Comment on veut les accompagner tout au long de la vie? Et pas parce qu'il y a un métier qui disparaît, qu'il faut reconvertir une usine, les salariés d'une usine qu'on est obligé de fermer. Non, c'est se projeter en se disant, on est obligé, le capital humain étant notre ressource, eh bien, on va investir dans cette ressource et on va construire sur plusieurs années un plan de formation par rapport aux besoins de l'entreprise et par rapport aux qualités, aux talents de nos salariés. Très bien, merci beaucoup pour ces 3 questions. Je crois qu'on peut vous applaudir. On va avoir... Donc je vais passer la parole à Electrogélos qui est juste derrière moi. Donc je vous laisse introduire les questions de la salle. Merci bien, bonjour. Je me présente en 2 mots. Je suis Patrice Benitsa, je suis le directeur commercial du groupe Electrogélos. Et je vais rebondir sur ce que disait notre invité de marque, monsieur Luc Châtel, puisqu'il a eu une vision assez mondiale ou planétaire de notre sujet. Moi, je vais ramener sur un sujet beaucoup plus précis, qui sont les PME et les petites entreprises, qui est un sujet majeur aussi pour l'économie française. Electrogélos est un spécialiste de l'impression et de la gestion du document pour les entreprises. Et nous sommes une PME. Et on se pose la question aussi de l'investissement du corps humain, l'investissement de la formation pour des entreprises telles que la nôtre. Et ce n'est pas par hasard que des entreprises réussissent alors que d'autres ont plus de difficultés. Prenons l'imprimerie. Tout le monde parle de l'imprimerie. On sait que c'est un secteur qui est extrêmement difficile, avec des décroissances de l'ordre de 3, 4, 5% chaque année. Donc au bout de 10 ans, vous imaginez les résultats. Si je prends Electrogélos, nous avons la chance de passer sur 5 ans, par exemple, de 22 millions à 33 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une PME. Pourquoi une entreprise réussit et pourquoi une entreprise a du mal à réussir? Bien, uniquement, et je vais rebondir sur ce que disait M. Luc Châtel, c'est uniquement les hommes et les femmes qui les accompagnent, leur formation. Parce que la formation, ça amène de la motivation, ça amène de la maîtrise technologique. Et quand on maîtrise la technologie et quand on est formé régulièrement, eh bien forcément, on est motivé. Et avec la motivation, on arrive à vaincre des marchés, à gagner des marchés. Et les PME ont besoin de ça. Donc en tout cas, je remercie les directeurs achats qui sont présents et je voudrais vraiment les applaudir parce que je sens depuis 2 ans une orientation plus importante sur les métiers de proximité. Ce n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Et vraiment, je voudrais vous applaudir parce qu'on vit ça tous les jours dans les PME. Et vraiment, je pense que ça vaut un bel applaudissement pour les directeurs achats. Monsieur le ministre, d'abord merci de votre excellente exposé et de cette vision que vous nous avez donnée. Je pense que vous avez la chance d'avoir eu un parcours en entreprise et c'est vrai que c'est important d'avoir des politiques qui ont un parcours en entreprise. Vous avez eu la chance aussi, enfin je ne sais pas si c'est une chance, d'avoir été ministre de l'Éducation nationale et j'ai tendance à dire... J'en suis sorti. et j'ai tendance à dire qu'une des grandes questions, c'est le couple entreprise éducation nationale. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre vision de ce que devrait être aujourd'hui le couple éducation nationale et le monde de l'entreprise
pour être plus performant dans l'adéquation du dispositif de formation et quelque part le développement des compétences des salariés dans l'entreprise? D'abord, c'est important que dès le plus jeune âge, à l'école, on apprenne ce que c'est que la vie économique et le monde de l'entreprise. Souvent, on pose la question, quand vous avez été ministre, on dit, mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Il y a une chose que j'ai faite, au moins une, j'ai rendu l'économie obligatoire pour tous les élèves. L'enseignement de l'économie. Parce que j'étais, je dois dire, assez effaré de voir le niveau moyen de connaissances économiques, d'abord de nos concitoyens au sens large, et en plus, la façon dont on enseignait à l'école. Sciences économiques et sociales. C'est-à-dire qu'en gros, la science économique est forcément sociale. Lisez les programmes de sciences économiques et sociales avant que je ne les réforme. C'est assez extraordinaire de voir... vous savez que les enseignants de sciences économiques et sociales sont abonnés à Alternative économique. C'est leur Bible. Mais s'ils étaient qu'abonnés, mais ils abonnent leurs élèves et leurs familles à Alternative économique. Après, il ne faut pas vous étonner si on a des raisonnements. Le dernier débat d'Alternative économique, c'était « Et si on relançait le chantier de la baisse du temps de travail ?» Voilà. Effectivement, je pense que c'est la priorité pour sauver l'économie française. Alors, je pense que déjà, enseigner les fondamentaux, j'ai créé une discipline qui s'appelle « Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion » en classe de seconde. L'objectif, c'est quoi? C'est que, à l'école, on comprenne mieux ce qu'est le monde de l'entreprise. Les fondamentaux, c'est-à-dire c'est quoi une entreprise, comment on fixe un prix, à quoi sert une banque. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un premier point important. Deuxième élément, il faut que les enseignants vivent moins en autarcie. Je le dis directement. Il faut qu'ils vivent dans le monde qui les environne. Ça veut dire que, à mon sens, il faut qu'ils soient capables d'aller faire des stages dans l'entreprise. Il faut qu'on imagine pour les enseignants, j'avais commencé à le faire, comme ça existe par exemple pour les enseignements du supérieur, les chercheurs, qu'ils aient une année sabbatique, par exemple une fois tous les 5 ou 6 ans, ou pas forcément une année, mais quelques mois, où on puisse aller voir ce que c'est qu'une entreprise. Il faut qu'il y ait des passerelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 100% des enseignants sont recrutés par voie de concours. Alors que moi, je connais un certain nombre de jeunes pré-retraités ou retraités du monde professionnel qui seraient sans doute de très bons enseignants et qui auraient peut-être des qualités pédagogiques incroyables. J'ai lancé un programme qui s'appelait Jules Verne. C'était l'idée de mettre en place, en quelque sorte, l'Erasmus pour les enseignants. C'est-à-dire qu'un enseignant puisse prendre une année pour aller enseigner en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis. Succès mitigé, 150 enseignants la 3e année. Voilà, 150 enseignants sur 950 000. Bon, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense que si on veut rapprocher école et entreprise, il faut multiplier ce type d'action. Et je viens, pour terminer, aux entreprises, à ceux que vous représentez. Je pense qu'il y a des choses à faire. Nous avons un sujet majeur, au-delà des problèmes économiques de notre pays, nous avons un sujet majeur, conséquence des difficultés économiques, qui est le décalage criant. Vous allez dire, j'enfonce une porte ouverte, mais le sujet va s'accélérer. Et c'est un drame. Le décalage criant entre la qualification et le niveau des chômeurs d'un côté et vos besoins en entreprise. McKinsey vient de sortir une étude très intéressante sur ce sujet au niveau européen qui démontre que si en France, nous ne changeons pas un certain nombre de fondamentaux, eh bien, nous aurons en 2020, c'est demain, 2 300 000 emplois non pourvus. 2 300 000 emplois non pourvus. Alors qu'il y a 5 millions de demandeurs d'emploi dans notre pays. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Vous pouvez aider. Vous pouvez aider d'abord en aidant au système d'orientation que j'ai essayé de réformer de l'intérieur, mais c'est très compliqué, en le rendant plus progressif, plus réversible, qu'on informe, comme par exemple c'est le cas en Suisse, les jeunes assez tôt, finalement, on commence à les informer, puis on les accompagne tout au long de leur parcours en leur disant la vérité. En leur disant, attends, tu as envie de faire ce métier, mais tu as une chance sur 10 000 de réussir. Si vous voulez, il y a encore quelques années, on continuait à envoyer les jeunes en STAPS, en sciences sociales et autres. J'ai rien contre les STAPS et les sciences sociales, mais regardez le niveau de diplôme à la fin. Regardez l'insertion professionnelle. Ce qui compte, c'est l'insertion professionnelle. Je suis l'élu d'un département rural industriel où, en permanence, je rencontre des entreprises dans le domaine de la forge, dans le domaine de l'instrumentation médicale, dans le médical au sens large, qui cherchent des qualifications de jeunes polisseurs, de jeunes soudeurs, qui payent 2500 € par mois, mais qui ne trouvent pas. Voilà, donc là, vous pouvez nous aider. Donc je pense que c'est ces 3 sujets. De l'intérieur, faire changer le monde de l'école en enseignant l'entreprise, aider les enseignants à mieux comprendre le monde économique, et puis encourager les entreprises à s'impliquer davantage dans l'éducation au sens large. Tout à l'heure, ça a été dit, aujourd'hui, il ne faut plus voir l'éducation, la formation comme des mondes séparés. C'est l'éducation tout au long de la vie. Et chacun doit prendre sa part. C'est pas, moi je vais faire ce que l'école n'a pas fait pendant 15 ans. Non. L'entreprise, je pense qu'elle peut agir avant. Je pense que l'école, l'université peut agir après. Donc il doit y avoir beaucoup plus d'interactivité. Merci bien. C'est vous demandez si, à votre avis, les entreprises françaises investissent assez en formation. Alors, comme je pense un peu deviner votre réponse, vous demandez dans quel axe, selon vous, il faudrait qu'elles investissent plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Non, mais d'abord, ce n'est pas à moi de juger, de qualifier le niveau d'investissement de vos entreprises dans la formation. J'ai plutôt retourné la question en disant, si j'étais à votre place, moi j'ai travaillé 12 ans en entreprise, j'ai repris une activité professionnelle depuis 3 ans, donc je connais ce monde de l'entreprise. Je veux dire, c'est un investissement, ça constitue un investissement stratégique. Et si vous n'en êtes pas convaincu, c'est intéressant de regarder, regardez par exemple ce qui s'est passé à la dernière crise de 2008. Vous avez une étude assez intéressante, je ne sais plus si c'est la Commission européenne, je crois qu'il l'a faite, qui démontre que les pays qui ont le plus investi dans les compétences sont ceux qui ont été les plus résilients pendant la crise de 2008. C'est-à-dire qui ont le mieux amorti le choc et qui ont rebondi le plus vite. Donc voilà, je veux dire, tout à l'heure je disais, finalement, le capital humain, par définition, c'est une ressource illimitée. Il vaut mieux investir dans une ressource illimitée, qui va vous rapporter énormément, plutôt que dans une ressource dont on sait que par définition, elle est limitée. Donc je crois que c'est ça le message qu'il faut passer aux dirigeants des entreprises. Donc c'est un peu ça votre message à porter. Regardez ce que font ces nouvelles, je vous citais les GAFA tout à l'heure, comment fonctionnent ces entreprises, très intéressant, sur l'investissement dans le capital humain. Google, les 2 fondateurs de Google, le vendredi, tous les vendredis, font un truc incroyable. Ils proposent à leurs salariés de venir leur présenter une idée. Une idée hors de leur champ de compétences. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir parler de votre bureau, de votre projet, de votre job. Non. Une idée qui leur passe par la tête en fonction de leur connaissance, leur activité au sein de l'entreprise Google ou ailleurs. Et vous avez un jury. Vous avez droit à 7 minutes pour présenter votre projet. 3 réponses possibles. Monsieur, vous êtes très sympathique. Donc vous avez des petits jeunes en t-shirt troué, de 20 ans, en basket, qui viennent présenter aux fondateurs de Google leur projet. Monsieur, vous êtes formidable, parce que sinon vous ne seriez pas chez Google, mais je me demande vraiment ce que vous y faites encore. Au revoir. Deuxième choix possible, pas mal. Revenez dans 15 jours, affinez dans tel ou tel domaine.
troisième choix possible. Votre idée est tellement géniale que vous allez créer votre boîte. Nous allons prendre 51% du capital et vous allez nous dire avec lesquels de nos collaborateurs vous souhaitez partir. Voilà. Si ça, ce n'est pas l'investissement dans le capital humain, c'est l'économie du XXIe siècle. Donc, je veux dire, nous avons tous élevé, moi le premier, dans un monde différent. Il faut qu'on soit capable de s'adapter à ce nouveau monde en comprenant que c'est l'investissement dans le capital humain qui nous permettra de sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc Denga, qui travaille chez MACSF et qui en plus est responsable de la formation, va certainement vous poser une question très intéressante. Oui, très intéressante. Alors MACSF, nous sommes une mutuelle d'assurance, 1600 collaborateurs basés à la Défense. On propose des solutions d'assurance aux professionnels de santé. J'ai une question pour vous, Monsieur le Ministre. J'ai 36 ans, j'ai changé 3 fois de métier, je parle 4 langues. Pas une seule fois, l'entreprise a investi sur mes formations. Je suis responsable formation aujourd'hui, je ne suis pas là par hasard. La question que j'ai envie de vous poser, on parle d'investissement du capital humain, très bien. Mais pensez-vous réellement que les salariés soient suffisamment acteurs de son parcours de formation dans le cadre du plan de formation? Et sinon, parce que ça peut être non, quel rôle doit jouer l'entreprise? En fait, il y a 2 parties dans votre question. Pour l'entreprise, ce que vous décrivez, excusez-moi, c'est un peu l'ancien monde. C'est-à-dire le fait qu'on investissait en formation quand c'était nécessaire. Un tel va changer de job, on a un nouveau produit qui sort, un nouveau logiciel, tu vas en formation. Alors que le monde de demain, c'est un accompagnement permanent. C'est-à-dire qu'il faut en permanence adapter ses salariés. Et c'est l'investissement que j'évoquais à l'instant. Deuxième élément de réponse par rapport à vous. Évidemment, les salariés aujourd'hui, mais c'est normal parce qu'on ne leur a pas appris comme ça, ne sont pas acteurs de leur plan de formation. Évidemment. J'allais dire même, ils subissent. Moi, je me souviens, la semaine prochaine, je vais en formation. Genre, ça va comme un lundi. Terrible, les clichés. Donc, ce monde-là est à réinventer. Je disais tout à l'heure, c'est après avoir défini le besoin, la demande, qu'il faut être capable d'aller travailler sur l'offre. Mais ça, à mon sens, ça doit se faire avec le salarié. C'est-à-dire qu'il doit être acteur de son propre plan, de sa propre évolution. Comme vous êtes tout à fait dans la norme de votre génération, vous avez déjà changé 3 fois de métier, je suis désolé de vous dire, mais vous allez encore changer 5 ou 6 fois. Voilà. Oui, 12 si vous voulez. Enfin, en tout cas, vous changerez un certain nombre. Et j'allais dire, on a beaucoup parlé, on parle du droit à la formation, comme c'était un avantage acquis, syndicaliste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la formation, c'est un devoir. C'est-à-dire, si vous voulez être dans le coup, simplement, à condition qu'on vous donne la possibilité d'être acteur, d'être participatif, d'être ce monde collaboratif que j'évoquais tout à l'heure. Et l'enjeu à la fin, c'est quoi? C'est d'être plus agile que les autres, d'être plus mobile, d'être capable de vous préparer à toutes les situations. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on réussira à réconcilier le besoin, l'offre et la demande. Voilà, merci. Eh bien, je crois qu'on peut vraiment applaudir Monsieur Luc Châtel, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.